Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre en direct sur Al24 News pour ce nouveau numéro de l'échiquier international. De suite, les développements. Le monde est en train de vivre des moments cruciaux entre la guerre en Ukraine, la tension entre les États-Unis et la Chine pour se répartir les zones d'influence et sur fond de provocation dans l'île taïwanaise, rien ne va plus. Aux tensions déjà éclatées viennent s'ajouter les affrontements au Soudan, sans oublier bien sûr les faillites successives des banques américaines, pour ne citer que la Silicon Valley, qui font planer le spectre du crash de 1929. Bref, nous sommes en train d'assister à l'histoire qui s'écrit et sommes-nous en train de vivre la Troisième Guerre mondiale avec un nouvel Sykes-Picot sans en prendre bien sûr conscience? Les puissants de ce monde sont-ils en train de préparer les partitions du nouveau monde? À quelle sauce vont-ils nous manger? Et surtout, sur quel fardeau vont-ils nous pleurer? Le débat est lancé. Comme je le disais, pour en débattre avec nous, nous accueillons avec beaucoup de plaisir Manuel Pouchelet, expert en questions géopolitiques et de sécurité. Il est avec nous par Skype depuis Paris. Monsieur Manuel Pouchelet, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame et merci de votre invitation. Miloud Chenoufi, professeur en relations internationales au Collège des Forces canadiennes. Il est avec nous par Skype également depuis Montréal. Monsieur Chenoufi, bonsoir. Très heureux d'être ici. Je suis à Toronto. Merci. Leslie Varenne, directrice de IVRIS, l'Institut de veille et d'études des relations internationales. Vous êtes également spécialiste de l'Afrique. Leslie Varenne, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avec nous. Bonsoir. Voilà, par téléphone depuis Paris. Alors, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Monsieur Miloud Chenoufi, le monde vit-il ces moments les plus durs? S'achemine-t-on vers un chaos ou tente-t-on d'éviter le chaos, justement, quitte à sacrifier dans son passage ou sur son passage quelques-uns de pays? En fait, nous assistons à une période de mutation. C'est clair que les choses changent. Vous avez d'un côté les États-Unis qui veulent préserver un avantage hégémonique mondial hérité du lendemain de la guerre froide, et vous avez de l'autre des puissances montantes qui essayent de se frayer un chemin et revendiquent ce qu'on appelle communément dans les études internationales un monde multipolaire. Et donc vous avez une situation où s'affrontent les volontés des uns et des autres pour décider de ce que sera la gouvernance mondiale dans ce 21e siècle. Et pour le moment, nous ne voyons pas encore les contours du nouvel ordre. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que d'un côté, des puissances veulent le préserver, les États-Unis et leurs alliés, et de l'autre, vous avez des puissances montantes qui, qu'elles le veuillent ou pas, par le fait même d'avoir acquis autant de puissance, je ne parle pas uniquement de la Chine et je ne parle même pas uniquement d'États qui sont traditionnellement des concurrents aux États-Unis, hein, je pense oui. à l'Inde ou au Brésil, qui, par l'acquisition de cette puissance nouvelle, eh bien, impose une logique différente. Et pour le moment, on ne parvient pas à s'entendre parce qu'on ne cherche pas à s'entendre sur ce que devrait être le futur de la gouvernance mondiale. Les risques sont là. Ça ne s'est pas réellement manifesté par de grandes tensions, à l'exception de ce qui se passe en Ukraine ou d'affrontements généralisés, mais les risques sont là. Oui, très bien. Manuel Pouchelet, beaucoup d'écrits d'analystes ou d'analyses même font état d'une sorte de deal implicite ou même explicite, pourquoi pas, entre les puissants acteurs de ce monde, en l'occurrence la Chine, les États-Unis, la Russie, pour un partage arrangeant les agendas de tous, le Soudan étant en grande partie la partition sur laquelle se jouera les notes du nouvel Sykes-Picot. Qu'en pensez-vous, monsieur Manuel Pouchelet ? Je pense que le Soudan n'est qu'une partie visible des futurs arrangements qui risquent de dominer le monde de demain. On assiste à une redistribution des cartes, sauf que les atouts, si vous voulez, ne sont pas donnés aux mêmes acteurs. On voit une montée en puissance des pays émergents, puisqu'on a maintenant
ce qu'on appelle le groupe des BRICS, qui vient de confirmer des chiffres en millions de dollars supérieurs à l'Occident du groupe américain. Donc cette polarisation, cette multipolarisation va exister et de toute façon va progressivement s'imposer. Entre guillemets, je serais tenté de dire il va falloir se soumettre ou se démettre. En ce qui concerne le Soudan, la situation est un petit peu différente. C'est une situation, si vous voulez, qui est déjà ancienne, puisque dans les années 2000, il y avait déjà des soubresauts d'insurrection, puisqu'on avait déjà des tensions au niveau de ce pays, qui avaient déjà des répercussions chez les voisins, je pense au Tchad notamment. Et en même temps, si vous voulez, vous avez la présence qui se confirme, enfin les immixtions, devrais-je dire, des Américains, des Russes et des Chinois sur la terre africaine. Et force est de constater pour le Soudan qu'on a quand même, il faut souligner, l'initiative régionale, je pense à des puissances comme l'Algérie et à d'autres pays qui souhaitent trouver une issue favorable de manière à ce que la population puisse être sauvegardée et préservée, puisque là on assiste quand même à des combats et à des situations intenables. Aujourd'hui, le monde de demain, et suite à ce que vous m'avez posé comme question, je pense qu'on est épuisé des solutions qui existaient jusqu'à présent et on se cherche. Ce qui a aussi relancé, on va dire, cette définition d'avenir, c'est le congrès du 20e congrès du PCC chinois en octobre dernier, on va dire à Shanghai de mémoire, oui, ou à Pékin, et cela donne une nouvelle définition des relations internationales. Et je pense que pour avoir son ticket d'entrée et le droit d'exister au sein de ces deux grandes associations, ou d'alliances plutôt, devrais-je dire, qui sont en train de se construire, je pense qu'il va y avoir des barrages à franchir et j'ai un peu peur que pour certains pays, il y ait de grandes frustrations puisqu'ils ne seront pas acceptés en tout cas. Alors, même question que je pourrais poser à Leslie Varenne. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, on est en train de faire un véritable partage, une sorte de Sykes-Picot qui est en train de se faire dans les coulisses sans que le monde ne s'en rende compte? Leslie Varenne? Oui, c'est un peu difficile à dire en ce moment parce que, si vous voulez, on assiste vraiment à une accélération de l'histoire qui donne un peu le vertige. Et pour l'instant, je veux dire que rien n'est clair. Sur le Soudan, par exemple, on sait très bien que tout le monde a les mains dedans. Qui joue quoi? Comment ça se joue? On ne sait pas. Moi, il y a plusieurs choses. Ce qui arrive en ce moment a commencé en vérité pour moi en 2011. 2011, je ne sais pas si vous, oui, on se rappelle de cette année-là qui a été la guerre en Libye, la guerre en Côte d'Ivoire, et on l'a oublié, mais la partition du Soudan. Du Soudan, oui. Et cette partition a été, quand elle est arrivée, elle a été un peu passée sous les radars, mais c'était la première fois qu'en Afrique, on passait sur le tabou de l'intangibilité des frontières. Donc aujourd'hui, on voit énormément de choses qui se passent partout. On pourrait parler de l'accord irano-saoudien, qui est quelque chose d'absolument incroyable. Ça se fait avec la Chine qui arrive, et là je rejoins le précédent interlocuteur qui a parlé du PCC. Et depuis que Xi Jinping a été réélu, on voit vraiment que la Chine revient sur la scène diplomatique, alors que jusqu'à présent, elle n'avait été que sur la scène économique. On l'avait pas beaucoup vu sur la scène diplomatique. Et donc, si on prend rien que cet accord irano-saoudien, c'est, vous voyez, un pays communiste qui réconcilie deux théocraties. Vous voyez qu'on en a fini de l'arc chiite sunnite dont on nous a rabâché les oreilles pendant les 10 dernières années. Tout ça est absolument phénoménal. Je pense qu'on va vers une érosion des États-Unis, on va vers la fin de l'hégémonie des États-Unis, on va vers la fin de l'hégémonie du dollar. Tout ça, c'est oui, il va y avoir des convulsions, mais on va vers un autre monde. Alors, est-ce qu'il sera partagé? Comment il sera partagé? Je pense que les pays des BRICS veulent des polarités. Je suis pas pessimiste du tout. Il va se passer des soubresauts, et il va y avoir les États-Unis ne veulent pas mourir et ne veulent pas lâcher l'hégémonie. Donc, ça va se passer dans la douleur. Mais ça va arriver, je veux croire qu'on va arriver à un monde plus joyeux.
Ah, vous êtes très, très optimiste, Leslie Varenne. Oui, moi je suis optimiste. Par nature, je suis optimiste. Et je pense que ces changements sont fondamentaux et qu'on ne reviendra plus en arrière. Alors, est-ce que... Oui Allez-y, Leslie. Non, je pense qu'on ne reviendra plus en arrière et que on va peut-être arriver à toutes les guerres auxquelles on a assisté tout au long du XXe siècle. Et que, voilà, on est au soubresaut, mais demain sera meilleur. Oui, voilà. Alors, effectivement, le monde de demain peut être un monde de $100. Et justement, c'est ça qui pose problème. Est-ce que nous ne sommes pas, Monsieur Milot de Chenoufi, en train de vivre cette période de transition aussi bien que mal? En fait, si vous parlez du dollar, effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Et il est nécessaire de comprendre ce qui se produit à propos du dollar comme monnaie de réserve. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les Américains ont établi ce qui va devenir le système ou l'ordre mondial qui est resté en place jusqu'à la fin des années 90, ça pouvait s'expliquer. Eu égard au poids économique des États-Unis, rappelez-vous, c'était la seule économie qui est sortie non détruite de la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis étaient aussi très actifs diplomatiquement pour créer des organisations internationales, et tout cela avait, si vous voulez, une base dans la réalité. Okay. Alors, aujourd'hui, le dollar n'a de valeur que parce qu'il est associé aux échanges mondiaux et surtout parce qu'il est associé aux échanges des produits énergétiques. Vous comprenez? Mais la réalité, c'est que les autorités monétaires américaines ont cette fâcheuse tendance depuis des décennies maintenant à recourir systématiquement à la planche à billets pour créer une richesse tout à fait fictive aux États-Unis, puisqu'elle alimente la spéculation. D'un autre côté, donc, vous avez un pouvoir politique à Washington qui sait très bien que sa monnaie, en partie, ne devrait pas avoir la puissance qu'elle a, et puis d'autre part, des puissances émergentes qui voient le danger de la militarisation du dollar à travers la politique systématique des sanctions lorsque les Américains ne sont pas contents à l'égard de tel ou tel État. Donc, il est tout à fait normal que d'autres puissances qui doivent s'appuyer sur une réalité, c'est-à-dire la réalité du développement économique, pour envisager une alternative à cela. Nous n'y sommes pas encore, mais ce qui paraissait tout à fait impensable il y a des prémices. 20 ans, oui, c'est ça. C'est-à-dire ce qui paraissait tout à fait inconcevable il y a juste une vingtaine d'années, eh bien aujourd'hui est beaucoup plus plausible. C'est vrai que la part des échanges internationaux qui sont libellés en une devise autre que le dollar reste encore peu importante, mais la tendance, elle est là. Nous le voyons dans les accords entre le Brésil et l'Argentine, nous le voyons entre les pays du Golfe et la Chine, nous le voyons entre la Chine et la Russie, etc., avec l'Iran également, oui. Voilà. Alors, juste pour terminer là-dessus, oui, et vous donner une image qui est peut-être un peu frappante et qui permet de comprendre pourquoi le monde tel que nous l'avons connu jusqu'à présent ne fait pas beaucoup de sens aujourd'hui. À la limite, les grilles de lecture ne font plus beaucoup de sens. Il fut un temps où on parlait du G7 comme étant les pays les plus industrialisés du monde, en sous-entendant que ce sont les pays les plus riches du monde, et donc on faisait attention à leurs réunions, on faisait attention à leur orientation, etc. Donc ils pouvaient battre la mesure et s'attendre à ce que le monde danse sur cette mesure. Il se trouve aujourd'hui que parmi les pays les plus riches du monde, comme la Chine, par exemple, comme l'Inde, ne figurent pas dans le G7. Je parlerai même de la Russie, sur laquelle on s'est trompé profondément à propos de la nature de leur économie et qui, donc, ne participe pas. Donc, vous comprenez que voilà un club qui est devenu totalement anachronique. Ça ne signifie pas que les États-Unis n'ont plus aucun poids. Au contraire, il y a un aspect de l'économie américaine qui reste assez solide lorsque on oublie le fait que c'est une économie totalement financiarisée. Mais c'est clair que l'hégémonie d'avant n'est plus possible. Eu égard au changement objectif dans la réalité de la puissance économique et comment elle est partagée à travers le monde.
Très bien. Monsieur Manuel Pouchelet, alors maintenant que l'idée est lancée, le bras de fer, finalement, existe-t-il entre ce qu'on appelle l'ancien monde qui est bâti sur le dollar, l'hégémonie du dollar, et ce nouveau monde qui veut s'en affranchir? Et d'ailleurs, on parle de plus en plus de dédollarisation. Voilà, j'y arrive. Oui, ça se confirme, la dédollarisation se confirme, puisque vous avez même des pays du Moyen-Orient qui sont sous loi César américaine avec la dévaluation de leur devise nationale, et la situation devient, si vous voulez, intenable. Et on parle de dédollarisation, on a même échangé sur ce sujet avec des invités lors de vos émissions économiques, mais force est de constater, de toute façon, on va assister à deux systèmes qui sont, on va dire, différents, qui vont devoir cohabiter. Mais je rappelle que le dollar reste encore une valeur, on va dire, sûre pour d'autres échanges. Là, on parlait des échanges sur les ressources naturelles, mais on devrait rajouter l'armement, les produits industriels, etc. Donc, il n'y a pas que uniquement les ressources naturelles qui sont encore payées en dollars. Maintenant, je pense que, de toute façon, les États-Unis ont quand même montré des premiers signes inquiétants de ralentissement et même de faiblesse. Vous savez, avec la fameuse crise des subprimes en 2008, on a fait y avoir un retour, et en ce moment la situation aux États-Unis est très délicate, mais bon, il faut dire aussi, on arrive en période quasiment électorale, où là on a M. Biden qui va devoir défendre son bilan, donc quelque part il va aussi falloir faire très attention aux informations qui viennent de Washington, et en même temps vous allez aussi assister avec ce grand retour de la Russie et de la Chine, mais ce serait dommage qu'on ait un affrontement entre guillemets de ces alliances, parce que si elles n'ont pas de concurrents, elles ne vont pas pouvoir non plus révéler leur performance. Le problème, c'est l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas d'affaiblissement des deux côtés, si vous voulez, sans quoi la comparaison ne pourrait plus exister, et en perte de repères, les économies seraient purement artificielles et pourraient finalement montrer d'inquiétants signes d'affaiblissement. Une chose est sûre, le monde de demain définit ses contours avec peut-être un peu d'avance. Une chose est sûre, c'est que c'est un monde, pour certains spécialistes, qui s'avère inquiétant. Et je reviens à mes premiers propos où je disais où il va falloir se soumettre ou se démettre. Mais en même temps, vous avez, ce qui est rassurant aussi, des pays qui souhaitent intégrer ces nouvelles alliances. Maintenant, je vais rester quand même nettement plus prudent sur ce qui vient de se passer au Moyen-Orient, puisque j'habite une partie de l'année dans la région, avec ce rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite, puisqu'il y a un proverbe local qui précise bien que négocier avec des Saoudiens, c'est comme danser au-dessus d'un nid de serpent. Je pense que ce sont que des alliances de circonstances, comme je le témoigne régulièrement dans mes analyses, mais une chose est sûre, ce rapprochement est possible. Pourquoi? Puisqu'on a un dirigeant iranien comme M. Raisi, qui est l'Iran de demain, qui va remplacer le guide suprême. D'ailleurs, qui est en visite en Syrie en ce moment. Tout à fait. Alors, le dossier syrien est un dossier préoccupant tant pour la Chine que pour la Russie et pour Israël, il faut le souligner. Mais en même temps, vous avez aussi l'héritier, qui est le prince héritier Mohammed Ben Salman, qui déjà s'est lancé dans le plan d'innovation et d'avenir pour l'Arabie saoudite de 2030 avec de sacrées innovations. Donc, quelque part, c'est un monde qui, si vous voulez, qui va s'opposer, mais la notion que vous m'avez posée en question de dédollarisation, c'est une volonté. Je pense que les puissances régionales, que les acteurs et tous les pays sont, on va dire, épuisés des tergiversations américaines ainsi que de leurs immixtions dans leurs économies. Et je pense que la plus grande volonté des États, c'est de se sortir de ce dollar. Maintenant, le tout est de trouver une alternative. Alors, Leslie Varenne, l'idée même d'un départage est-elle réelle ou semble-t-elle un peu exagérée? Et dans ce cas précis, qu'est-ce qui semble choquant? C'est l'idée que les troubles au Soudan soient une manipulation, par exemple, pour activer les cartes de la géopolitique, ou est-ce l'idée que les puissants puissent penser à cette éventualité? Bon, sur le Soudan, c'est encore une fois, c'est très difficile à dire parce que tout le monde cache son jeu. Absolument, oui. Et c'est extrêmement difficile à dire. Ce qu'on peut dire, c'est que toutes les conditions de l'explosion ont été réunies. D'une part par les négociations politiques qui n'ont fait que légitimer ces deux généraux et nourrir leurs ambitions, et puis d'autre part par toutes les politiques de sanctions. Alors le Soudan est sous sanctions depuis son indépendance presque, j'exagère mais pas loin,
Mais toutes les politiques, on a demandé au Soudan de dévaluer, on a demandé au Soudan de rembourser sa dette, on a étranglé le Soudan économiquement, ce qui a rajouté une crise sociale à la crise politique, une crise économique à la crise politique, et on a créé vraiment les conditions de l'explosion. Donc, et ça a été mené sous l'égide des États-Unis. Clairement, les négociations ont été menées, même s'il y avait l'IGAD qui négociait. Donc, est-ce que ils ont vraiment voulu en arriver là, et est-ce que ça fait partie d'un partage du monde, ou est-ce que ça les a dépassés, ou est-ce qu'ils ont mal agi, ou est-ce que on va le savoir, qui soutient qui. Pour l'instant, on est bien incapable de le dire. Moi, je soupçonne les gens d'avoir le pied dans les deux camps et de garder un peu ce chaos aux frontières de l'Égypte, surtout de l'Arabie Saoudite. Je maintiens que c'est un accord absolument essentiel parce que il a été signé à Pékin juste après l'adoubement de Xi Jinping. Donc Xi Jinping ne perdra pas la face sur cet accord. Et je sais que Saoudiens et Iraniens... Surtout qu'on était à deux doigts d'aller vers une réelle sortie de crise. L'accord était à deux doigts réellement de sortir le pays de la crise. Non, je reparlais de l'accord... je pensais que vous parliez de l'accord 4. D'accord. Mais non, et tout le monde savait. Il n'y a que les diplomates occidentaux qui ne savaient pas que ça allait péter. Les Saoudiens savaient qu'ils étaient dans une situation extrêmement grave et que l'accord du 5 décembre 2022 ne pouvait rien résoudre. Donc, on va voir où ça nous mène. Là, il y a des négociations en Arabie Saoudite il y a aussi une négociation avec Salva Kiir. Il y a un cessez-le-feu pour 7 jours. Je ne pense pas qu'il soit tenu. Et on va voir si c'est une explosion qui va impacter tous les pays de la région, mais surtout l'Égypte, surtout le Tchad. Ça va descendre la Libye, la RCA, l'Éthiopie. Là, si on est vraiment dans une grande déflagration ou si les choses arrivent à s'apaiser. Pour l'instant, je ne lis pas dans le marbre café, je ne peux pas savoir. Mais on saura ce qui s'est réellement passé. Très bien. Alors, je termine par là où j'ai commencé avec M. Miloud Chenoufi. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. C'est pour ça que je vais peut-être conclure avec vous. Et je vous demanderai donc d'être bref. Donc, M. Chenoufi, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, comme l'a été l'Ukraine, comme l'a été ou l'est encore le Taïwan, est-ce que le Soudan n'est pas une autre ou une nouvelle carte de pression pour les pays de la sous-région? Et on le sait très bien maintenant que l'Égypte étouffe carrément. En fait, regardez, pour moi, la crise au Soudan est d'abord et avant tout une crise interne. Et à ce titre, elle représente une leçon pour tous ceux qui n'ont pas la puissance pour jouer dans les rapports de rivalité entre les grands de ce monde. Si on ne veut pas d'immixtion dans les affaires internes, ou alors si on veut les limiter et les contrôler, il est nécessaire toujours de trouver un consensus sur la gouvernance interne. Dès lors qu'on s'affaiblit à l'interne, on attire les convoitises de l'extérieur. Aujourd'hui, c'est clair que les choses sont tellement avancées dans le conflit qu'on ne peut pas le régler autrement qu'à travers une action régionale, comme je l'ai déjà dit sur votre antenne, avec une implication à la fois de la Ligue arabe, de l'Organisation de l'Unité africaine, des acteurs importants qui ont une influence par rapport aux acteurs soudanais. Je pense à l'Arabie Saoudite, mais je pense également à l'Égypte ou même à des pays comme l'Algérie qui ont un intérêt à ce qu'il y ait une stabilité dans la région. C'est la seule façon dans les affrontements futurs pour les pays qui n'ont pas donc la grande puissance et qui ne disposent pas d'une grande puissance, qui essayent de se frayer un chemin en matière de développement, de se maintenir stable à l'interne. Très bien. Et pour cela,
il faut une certaine sagesse. Absolument. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite pour le Soudan, pour ne pas se faire manipuler comme l'ont été d'autres États. Alors, messieurs, mesdames, je vous remercie, Madame Leslie Varenne, d'avoir été avec nous. Vous êtes directrice de l'IVRIS, Institut de veille d'études des relations internationales et également spécialiste de l'Afrique. Merci à vous, Monsieur Manuel Pouchelet. Vous êtes expert en questions internationales, géopolitiques et sécuritaires. Merci, Monsieur Miloud Chenloufi. Vous êtes donc professeur en relations internationales au Collège des Forces canadiennes. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Très agréable moment avec la suite des programmes de L24 News. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.